uns gehört. Sieg heil! Comment Hitler a détruit l'Europe si facilement? Cultination, bonjour. Si tu es terrien, tu sais que la Seconde Guerre mondiale a été le conflit le plus destructeur de l'histoire de l'humanité. Elle a notamment consisté en des tensions internationales et la volonté d'expansion agressive de l'Allemagne nazie qui a mis le feu à la poudrière en envahissant la Pologne le 1er septembre 1939. Suite à cela, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne et la suite de l'histoire, je suppose que tu la connais. Bon enfin, si tu ne la connais pas, c'est un peu un problème, mais on va y remédier. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment les décisions prises par un seul homme ont mené à la destruction de l'Europe en un rien de temps. Tu l'as deviné, nous allons parler de Hitler et parler de cet homme qu'on considère comme le diable incarné et suffisamment délicat pour déjà mériter que tu likes cette vidéo dès maintenant. En effet, la vidéo ne servira que de canal d'information dont les sources sont soigneusement laissées dans la description. L'héritage de la Première Guerre mondiale. Eh oui, il est tout à fait logique de lier la Seconde Guerre mondiale à la Première, car suite à celle-ci, des accords de paix ont été signés, mais qui ont donné naissance à de nouvelles ambitions, rivalités et tensions. En effet, beaucoup de personnes attendaient de tous ces accords de paix qui devaient créer un nouvel ordre mondial et garantir que les massacres de la Première Guerre mondiale ne se répètent jamais. À titre illustratif, le traité de Versailles signé en juin 1919 a créé la Société des Nations, un organisme international destiné à promouvoir la paix et à prévenir la guerre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le traité était un compromis difficile, car chacun des alliés victorieux, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Amérique, la France et l'Italie, cherchait à poursuivre ses propres intérêts. Et face à tout ce beau monde, l'Allemagne a été contrainte de céder des territoires, de désarmer et de payer les dommages causés par la guerre. Pour rappel, elle faisait partie des méchants et donc des perdants de la Première Guerre mondiale. Les conditions de division qui lui ont été infligées ont été critiquées. Ainsi donc, les termes du traité ont suscité une indignation immédiate et une amertume durable en Allemagne. Le sentiment de défaite, d'humiliation et d'injustice va donc avoir un impact significatif sur la politique étrangère et intérieure de l'Allemagne. Celle-ci fera plusieurs fois appel à réviser les termes du traité dans les années 1920 et 1930. D'ailleurs, la période de l'entre-deux-guerres n'a pas été de toute aise. Elle a été marquée par l'instabilité et l'insécurité. De plus, les troubles politiques, économiques et sociaux ont été aggravés par l'effondrement de l'économie internationale en 1929. Les décisions qui auront conduit à la guerre reflètent les ambitions, les rivalités, les craintes et les angoisses qui se sont développées au cours des 2 décennies qui ont suivi la fin de la Première Guerre mondiale. Les puissances européennes étaient prêtes à entrer en guerre pour étendre ou protéger ce que chaque nation considérait comme des questions d'intérêt vital, de statut, de grande puissance, de prestige international et de survie nationale. Le recul de la démocratie en Europe. L'instabilité et l'insécurité des années 1920 et 1930 ont donné naissance à l'extrémisme politique dans de nombreux pays européens. Bon, par extrémisme politique, on veut dire que la tendance politique était à choisir un régime autoritaire. C'est ainsi que les gens se sont tournés vers des dirigeants autoritaires comme alternative politique. Et c'est dans cette atmosphère que le dirigeant fasciste Benito Mussolini est arrivé au pouvoir en Italie en 1922 et presque tous les aspects de la vie italienne ont été placés sous le contrôle de l'État. À quelques kilomètres de Mussolini, en Allemagne, Adolf Hitler est devenu chancelier en 1933 et a instauré un État totalitaire à parti unique sous le régime nazi. Je suppose que tu sais ce que cela impliquait. L'opposition politique est violemment réprimée. Hitler exploite la croyance populaire selon laquelle l'Allemagne a été humiliée après la Première Guerre mondiale. Il promet en effet un redressement économique, une renaissance nationale et le retour de l'Allemagne sur la scène internationale grâce à une révision du traité de Versailles. L'Allemagne se retire donc de la Société des Nations en octobre 1933. En 1935, Hitler annonce le réarmement de l'Allemagne et réintroduit la conscription interdite par le traité de Versailles. Cette conscription reposait sur l'inscription de jeunes personnes pour le service militaire. En effet, les gouvernements ultranationalistes de l'Italie et de l'Allemagne poursuivent chacun des politiques étrangères agressives, d'expansion territoriale qui menacent de détruire l'ordre mondial établi par l'accord de paix d'après-guerre. Tu imagines donc un peu le truc venir. Nous avons eu l'invasion de Pologne, puis l'entrée en guerre des pays alliés tels que l'Angleterre et la France.
La Deuxième Guerre mondiale en Europe. On part sur une technologie du déroulement de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En août 1939, les Russes et les Allemands signent un pacte de non-agression, un pacte initié par Adolf Hitler qui sera signé avec Joseph Staline. Les deux s'engagent à ne pas envahir leurs frontières respectives, et selon certains livres d'histoire, ils envisageaient secrètement de se partager la Pologne et d'autres parties de l'Europe de l'Est. En septembre de la même année, 1939, l'Allemagne envahit la Pologne en recourant à la tactique de la guerre éclair. Connue sous le nom de Blitzkrieg, la tactique de la guerre éclair est une stratégie qu'on peut oser qualifier de révolutionnaire, qui consiste à déployer une offensive militaire importante afin de surprendre l'ennemi et remporter une victoire décisive le plus rapidement possible. C'est comme un sprinter qui prend une avance considérable dès le début de la course et qui la maintient jusqu'au bout. En effet, les forces militaires polonaises ne sont pas préparées à la férocité de l'attaque allemande. Et lorsque les efforts pour négocier un retrait échouent, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Ainsi commence la Seconde Guerre mondiale, la plus sombre partie de l'histoire de l'humanité que le monde moderne ait connue. En mai 1940, alors que l'Allemagne marche sur la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, Winston Churchill remplace Neville Chamberlain au poste de Premier ministre de Grande-Bretagne. Le mois suivant, c'est-à-dire en juin, l'Allemagne s'empare de Paris et la France se rend aux nazis. Pour se venger de la défaite de son pays lors de la Première Guerre mondiale, Hitler oblige les responsables français à signer les documents de reddition dans le même wagon que celui où les Allemands ont signé l'armistice de 1918. Tu parles d'une vengeance? Le 10 juillet commence la bataille d'Angleterre, on est toujours en 1940. Cette bataille de 3 mois dans le ciel britannique comprendra des bombardements destructeurs sur Londres et d'autres villes, un vrai feu d'artifice. Mais à la fin du mois d'octobre, les Britanniques infligeront à Hitler sa première défaite. En mars 1941, le président Franklin Roosevelt convainc un congrès largement isolationniste d'adopter le Lend-Lease Act. Ceci autorisait les États-Unis à vendre ou à prêter du matériel de guerre à tout pays dont la défense est jugée vitale par le président pour la défense des États-Unis. Cette loi est toujours actuelle d'ailleurs. En juin de la même année, Roosevelt gèle les avoirs allemands et italiens aux États-Unis. En août, à l'issue de réunions secrètes menées sur des navires de guerre au large de Terre-Neuve, Winston Churchill et Franklin Roosevelt dévoilent la charte de l'Atlantique. Cette charte énonce des objectifs concernant la destruction définitive de la tyrannie nazie et un engagement à soutenir le droit de tous les peuples à choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils vivront. Les principes énoncés dans la charte constitueront d'ailleurs une étape importante vers la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU, en 1945. Le 7 décembre, les États-Unis entrent en guerre lorsque le Japon lance une attaque surprise dévastatrice contre la flotte américaine à Pearl Harbor, à Hawaï. Le président Franklin Roosevelt demandera au Congrès de déclarer la guerre au Japon le lendemain, 8 décembre. L'année 1941 s'achève par la déclaration de guerre aux États-Unis de l'Allemagne et de l'Italie le 11 décembre. En janvier 1942, les troupes américaines arrivent en Europe. Jusqu'en mars, le nombre de soldats envoyés outre-mer s'élève en moyenne à 50 000 par mois, chiffre qui grimpera à 250 000 par mois en 1944. En août 1942, l'Allemagne lance son assaut sur la ville russe de Stalingrad. Au cours d'une bataille qui durera 6 mois et coûtera la vie à des centaines de milliers d'Allemands et de Russes, l'armée rouge finit par vaincre les envahisseurs nazis. Cette longue et sanglante bataille marque un tournant dans la guerre, alors que l'Allemagne entame sa retraite du front de l'Est. En janvier 1943, Roosevelt et Churchill tiennent une conférence à Casablanca au Maroc. Ils affirment leur objectif d'obtenir la capitulation inconditionnelle des nations de l'Axe qu'étaient en Allemagne, l'Italie et le Japon. Ainsi, au mois de mai, les troupes américaines dirigées par les généraux Dwight Eisenhower et George S. Patton s'allient aux troupes britanniques sous le commandement du maréchal Bernard Montgomery pour vaincre le maréchal allemand Erwin Rommel en Afrique du Nord. En juin, Eisenhower est nommé commandant des forces américaines en Europe. De juillet à septembre, les forces alliées s'emparent de la Sicile et de points clés du sud de l'Italie. Le dictateur italien Benito Mussolini est renversé et emprisonné. Hitler envoie des troupes allemandes pour repousser l'avancée des alliés dans ce qui sera une série de batailles acharnées et coûteuses. En novembre, les trois grands, Roosevelt, Churchill et Staline, se réunissent à Téhéran, en Iran, pour discuter de l'invasion de l'Italie. C'est la première fois qu'ils se rencontrent tous les trois. En décembre, Eisenhower monte encore en puissance et est nommé commandant suprême du corps expéditionnaire allié en Europe. Nous sommes maintenant en 1944. En février, les centres de production d'avions allemands sont la cible d'une campagne de bombardement massif de l'US Army Air Corps. Peu après, plus de 600 bombardiers américains attaquent Berlin. Malgré la dévastation causée par les bombardements, l'Allemagne parvient à maintenir ses niveaux de production d'armes et d'avions. Mais en juin, les Alliés s'emparent de Rome, en Italie. Le 30 mai, l'invasion de la France par les Alliés commence. Les troupes basées en Angleterre commencent à se mobiliser pour traverser la Manche, dans le cadre d'un effort massif désigné
désigné sous le nom de code Opération Overlord. Eisenhower attendra de bonnes prévisions météorologiques pour déterminer le jour exact de l'invasion. En effet, le 5 juin, l'opération Overlord est lancée. Une première vague de parachutistes s'envole vers des points de largage au-dessus de la France tard dans la soirée et descend en territoire ennemi. Le 6 juin, plus de 160 000 soldats, alliés et 30 000 véhicules sont débarqués et commencent à se battre sur les plages de Normandie. Les alliés finissent par prendre le contrôle de la ville, portuaire française de Cherbourg en juillet. Les Allemands qui battent en retraite ont laissé la ville en ruine et piégée. En août, après 4 années d'occupation allemande, les alliés libèrent Paris avec l'aide des troupes de la résistance française dirigées par le général Charles de Gaulle. Le 16 décembre sera le début de la bataille des Ardennes, aussi connue sous le nom de l'offensive von Rundstedt. Hitler envoie plus de 250 000 soldats sur un tronçon de 130 km du front allié du sud de la Belgique au Luxembourg. Et par un froid hivernal glacial, les troupes allemandes avanceront d'une cinquantaine de kilomètres dans les lignes alliées. Ce sera la dernière offensive lancée par Hitler et elle aura été l'une des plus sanglantes de la guerre. La bataille des Ardennes s'achève à la fin du mois de janvier 1945. Plus de 76 000 Américains ont été tués, blessés ou capturés. Les Alliés reprennent le territoire qu'ils détenaient au début du mois de décembre. Du 4 au 11 février, la dernière réunion des trois grands, Roosevelt, Churchill et Staline, a lieu dans la ville soviétique de Yalta. Roosevelt et Churchill acceptent de laisser Staline contrôler les gouvernements d'Europe de l'Est à la fin de la guerre. En mars, les forces américaines traversent le Rhin. Les Allemands se replient en Allemagne. Le 30 avril, alors que les forces soviétiques pénètrent dans Berlin, Adolf Hitler se réfugie dans son bunker, à l'épreuve des bombes. Il y épouse sa maîtresse Eva Braun avant de l'empoisonner et de se suicider. Sa dépouille ne sera jamais retrouvée. Le 7 mai, le général Dwight Eisenhower accepte la capitulation sans condition de l'Allemagne à Reims, en France. L'Allemagne se rend également à la Russie à Berlin. En Europe, c'est la fin. La Deuxième Guerre mondiale prendra officiellement fin le 2 septembre 1945 lorsque l'Empire du Japon a signé sa capitulation à bord du navire américain USS Missouri dans la baie de Tokyo. Hitler face à l'Europe, exploitation et destruction. Tout au long de la guerre, l'une des stratégies de Hitler était de prendre totalement le contrôle des pays qu'il occupait. En Europe occidentale, où on produisait le plus et où Berlin avait un rôle conséquent dans la production, la guerre n'était plus militaire et le taux de mortalité avait donc été limité. Mais en Pologne et en URSS, où la productivité était plus faible, la guerre et le racisme nazi ont semé la destruction et augmenté la mortalité. Quand on parle donc de l'exploitation dans l'Europe occupée par l'Allemagne nazie, on retient que les niveaux de développement économique, le contexte militaire et le racisme ont été des facteurs déterminants. Il n'était logiquement pas bénéfique aux adversaires de bombarder des zones où il y avait des sites de production. Mais cela n'était pas sans profit pour les Allemands. Avant la guerre, l'Europe occidentale avait des économies très productives, avec un PIB par habitant plus de 2 fois supérieur à celui de l'Europe de l'Est. Cela explique donc ce que nous disions précédemment. Les autorités allemandes ont conclu que les économies occidentales devaient produire. L'agriculture et l'exploitation minière devaient se poursuivre même dans les pays les plus inefficaces, tout comme la production tchèque de charbon, de fer, d'acier et de machines restait importante. À partir de juin 1940, il n'y a plus guerre de combat en Europe occidentale pendant 4 ans. En URSS, par contre, la guerre fait rage et les attaques allemandes repoussent le front vers l'Est à chaque printemps, tandis que les offensives hivernales soviétiques font reculer la force de défense allemande surnommée le Wehrmacht. Les armées pillaient derrière les lignes de front et lorsqu'elles battaient en retraite, elles détruisaient ce qu'elles ne pouvaient pas prendre. Lorsque les besoins de la Wehrmacht sont urgents, elle confisque ce dont elle a besoin en URSS occupée, en Pologne ou dans les Balkans, zone de ravitaillement de l'Afrika Korps de Rommel. Ces régions étaient initialement pauvres et les réquisitions menaçaient immédiatement les chances de survie de la population. Mais ça, ce n'était pas trop le souci des Allemands. Par ailleurs, le racisme nazi a fait la différence dans cette histoire. Le comportement des Allemands à l'égard des prétendus Aryens est bien meilleur qu'à l'égard des peuples slaves, sans parler des Juifs ou des Roms. Pour que tu comprennes mieux, la race aryenne est un concept de la théorie nazie, prétendant qu'il y avait une race supérieure de l'humanité d'origine indo-européenne, caractérisée par sa blondeur, sa taille, son intelligence et son physique supérieur. Les nazis ont utilisé ce concept pour justifier leur idéologie de supériorité raciale et pour justifier la discrimination et l'oppression des groupes considérés comme inférieurs, en particulier les Juifs, les Roms et les Sintés. En effet, à cette époque, les Européens de l'Ouest, considérés comme Aryens, sont en principe traités avec respect. Population d'Europe de l'Est et des Balkans étaient moins bien lotis. Le nazisme les classant plus haut que les Juifs ou les Roms, ils n'ont pas été immédiatement assassinés, mais tous ceux qui n'étaient pas productifs pour l'Allemagne se sont vus refuser des rations alimentaires. Mais étant donné que la plupart ont survécu, cela veut dire que la production clandestine a dû être importante pour eux.
le défi de faire face à la tâche morale d'Hitler sur l'Europe. La Seconde Guerre mondiale a défini le XXe siècle comme rien d'autre ne l'a fait et Hitler en est le principal auteur. La fermeté de sa personnalité a été de préparer l'Allemagne à mener une deuxième guerre mondiale pour effacer l'humiliation nationale de la première et pour éradiquer la minorité ethnique, les juifs qu'il considérait de manière absurde comme la cause de ce désastre et de tous les autres maux qui frappaient son peuple. Il n'avait pas caché ses intentions bien avant de devenir un prétendant au pouvoir politique. Hitler n'a rien laissé de constructif. Son propre pays a été si totalement détruit que, sous l'occupation ennemie, il a été reconstitué 4 ans après sa mort en 2 états mutuellement hostiles qui n'ont été réunifiés qu'après 4 décennies. Les villes bombardées étaient les signes évidents de la dévastation physique d'un pays, une population disloquée. Les familles brisées étaient le reflet de la perte humaine. L'héritage amer d'Hitler, fait de ruines et de souffrances, a été ressenti dans toute l'Europe, et plus particulièrement en Europe de l'Est et en Union soviétique. Au XXIe siècle, plus de 70 ans après la mort d'Hitler, des rappels de cette tâche morale se font encore régulièrement entendre. L'histoire de tous les pays européens et au-delà de l'Europe, celle des États-Unis en particulier, est marquée de manière indélébile par le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation allemande et de la perte de ses familles. Nous venons ainsi à la fin de la vidéo, qui nous aura permis de parcourir cette partie regrettable de l'histoire de l'humanité. Il est évident qu'elle suscite énormément de questions, et pour cela, je t'attends dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de surtout t'abonner à Cultination. Active aussi la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Cultination.